Bonjour, vous êtes là? Allez, on va commencer. On va finir avec les cours d'aujourd'hui. Donc, on va parler des hépatites virales. Bon, hépatite virale, le rôle du laboratoire dans la prise en charge des hépatites virales, particulièrement le diagnostic. Donc, les hépatites virales, c'est quoi une hépatite virale? Par définition, une hépatite virale, c'est toute inflammation aiguë ou chronique du tissu hépatique après infection d'hépatocytes. Et quand on dit virale, c'est lié à un virus. Donc, toute infection entraînant une inflammation, infection par un virus entraînant une infection du foie. 5 virus sont agents spécifiques des hépatites. Classiquement, on décrit de A, B, C, delta et l'hépatite C. Donc, A, B, C, D, E. Donc, c'est les classiques 5 virus reconnus. Actuellement, il y a d'autres virus qui ont été identifiés, responsables également des hépatites telles que le F et le G. Dans les modes de transmission, on va parler rapidement. On sait qu'il y a 2 modes majeurs. Donc, les hépatites de transmission orale fécale et transmission parentérale. Bien sûr, il existe aussi une voie de transmission sexuelle qui a été donc confirmée pour certains virus. Donc, ce qui est oral fécal, c'est les 2 virus A et le E, bien sûr, et parentéral, le B, le D et le C. Bien sûr, ces virus aussi sont la possibilité de transmission par voie sexuelle. Donc, on va parler rapidement des virus. Donc, celui du virus de l'hépatite A, c'est un virus à ARN, non enveloppé, résistant, appartenant à la famille des picoRNA, donc picoRNA-virus, c'est-à-dire les virus les plus petits à ARN, et de la famille des hépatovirus. Une des caractéristiques de cette famille, quand on parle des hépatites virales, et on va le voir, donc ces virus appartiennent à des familles différentes, ils ont des caractéristiques différentes, des modes de prévention différents, traitements différents. C'est-à-dire le seul caractère commun, si on peut le dire, c'est l'atteinte du foie. C'est-à-dire c'est des virus qui ont un point commun, c'est l'infection de l'hépatocyte. Donc le virus de l'hépatite A, il est non enveloppé à ARN, très résistant. Sa transmission, elle est orale fécale. Sa distribution est liée particulièrement au statut socio-économique, fortement endémique dans les pays en voie de développement, en développement. Dans les pays développés, son incidence ou sa prévalence sont très faibles. Sa période d'incubation, c'est la forme la plus fréquente des hépatites aiguës dans le monde. L'incubation, elle est de 30 jours en moyenne et cliniquement, on peut avoir des formes variées. Ça part des formes asymptomatiques aux formes bénignes, ectériques bénignes, aux formes sévères, voire les formes fulminantes. Donc, l'expression clinique et la sévérité augmentent avec l'âge. Plus on est adulte, plus on a le risque d'avoir des formes un peu symptomatiques et graves. La deuxième hépatite. Le deuxième virus, c'est le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B, il appartient à la famille des HEPA-DNA. Donc, tout à l'heure, c'était le picoRNA-virus. L'hépatite D, c'est un HEPA-DNA-virus. Appartenant au genre ortho-HEPA-DNA-virus, il y a 8 génotypes qui sont décrits de A à H. Le génotype D, c'est le plus fréquent. Donc, le bassin méditerranéen et en Algérie. Des études ont été faites, ils ont prouvé, donc des études ont permis de mettre en évidence la fréquence élevée de ce génotype D. Donc, il y a 8 génotypes qui sont nommés de A jusqu'à H. Il faut se rappeler, donc quand on va parler de l'hépatite A à D, de l'hépatite C,
donc du virus de l'hépatite C, lui aussi, il est caractéristique, il a des variations, il est variable sur le plan génomique et il a des génotypes qu'on va nommer par des chiffres. D'accord? Donc, il est constitué, donc, comme vous le savez, donc c'est un virus ADN. Sa caractéristique majeure de ce virus, c'est qu'il est circulaire sur 3/4 de sa surface et monocaténaire sur une. Il est bicaténaire sur 3/4 et monocaténaire sur le dernier quart. Il est composé donc de plusieurs domaines, vous le voyez, l'antigène HBS. C'est un virus qui est enveloppé. Son ADN, il est partiellement bicaténaire, codant pour 4 gènes, le gène S, le gène C, la région précorps, et le gène P, l'ADN polymérase, et enfin un gène X. Le gène X, il semble avoir, on l'appelle transactivateur, il joue un rôle très important en matière de transformation, parce qu'on va voir par la suite que l'hépatite B, c'est l'une des hépatites qui peut évoluer vers la chronicité. Et qui dit chronicité, donc persistance du virus, on va définir comment on définit une hépatite B qui est chronique, et quels sont les risques évolutifs de cette hépatite quand elle évolue vers la chronicité, aussi bien l'hépatite B ou l'hépatite C, quand elles évoluent vers la chronicité, le risque encouru. On sait que sur le plan structural, le virus peut être complet. Donc on distingue, comme vous voyez sur le tableau, on peut avoir deux formes virales. Un virus complet, ce qu'on appelle la particule de Dahn, c'est la particule infectieuse. Donc elle est constituée de l'ADN, de la capside et de l'enveloppe virale, c'est-à-dire le virus complet infectieux. Vous avez aussi les virus non, les particules sous-virales qui ne comportent pas uniquement l'antigène. Donc, on a uniquement les protéines de surface. Donc, c'est un virus qui est présent sous deux formes, particules de Dahn infectieuses et particules non infectieuses vives. Le cycle de réplication. On sait que le cycle de réplication, il est strictement humain, il est non cultivable in vitro. Il va se dérouler selon les différentes étapes, après pénétration, donc l'hépatocyte et la cellule cible. Donc, il va se dérouler dans les mêmes étapes que le cycle de réplication qu'on a vu tout à l'heure avec le VIH. Donc, le VIH, différents cycles, l'attachement, pénétration, et puis décapsidation, donc le virus se débarrasse de sa capside. Maintenant, ce qui est caractéristique du cycle de réplication de l'hépatite B, vous voyez donc dans le cycle, donc une fois décapsidé, le virus pénètre au niveau de la cellule, du noyau de l'hépatocyte. Première étape, c'est la circularisation. Donc, vous vous rappelez qu'on a dit que l'ADN viral était bicaténaire sur 3/4 et monocaténaire sur une partie. Première étape du cycle de réplication, une fois que le virus pénètre dans l'ADN viral, il va compléter pour constituer ce qu'on appelle le DNA-CC, complet covalent. D'accord? Circulaire. Donc, c'est un ADN qui va se circulariser, donc compléter la partie qui manquait. Et puis, il y a traduction des messages, production des différentes protéines et bien sûr, production de l'ADN viral. Vous voyez sur le cycle la particularité de l'ADN viral. Donc, c'est qu'on voit à la fin, la partie en bas, il y a une partie après production des nouveaux variants qui sort pour aller infecter d'autres virus, qui va quitter la cellule, mais une partie de l'ADN viral, elle est recyclée. Vous voyez, donc je ne sais pas si vous arrivez à suivre avec la flèche, elle regagne, cette flèche, elle regagne, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'internalisation. L'ADN viral, quand il pénètre, il y a une partie qui va rester de façon interminable au niveau de l'hépatocyte. D'accord? Donc, il y a une sorte d'internalisation du virus qui va rester de façon définitive au niveau du virus. L'hépatite D, pourquoi on parle rapidement d'hépatite B? Parce qu'elle a un lien direct avec l'hépatite B. On sait que l'hépatite B, c'est un virus défectif qui ne se multiplie qu'en présence de l'hépatite B. C'est-à-dire, on ne peut pas être infecté par l'hépatite B si on n'a pas d'infection. C'est-à-dire qu'on peut voir soit en co-infection en même temps, B et la B, soit en surinfection, on est infecté d'abord par la B et dans les suites, on fait une infection par l'infection par l'hépatite delta. Le génome est constitué d'un ARN monocaténaire codant pour 2 polyprotéines constituant l'antigène delta.
elle utilise l'enveloppe de l'hépatite B nécessaire au pouvoir infectieux. Donc, je rappelle, soit en co-infection, soit en surinfection. On peut avoir en surinfection. L'hépatite C. Le quatrième virus, c'est l'hépatite C, découvert dans les années, fin des années 80, grâce aux nouvelles techniques de biologie moléculaire. Il appartient à la famille des hépacivirus. Donc, en continu, c'est des virus qui sont complètement différents, n'appartenant pas aux mêmes familles, donc qui se caractérisent. Propriété majeure, c'est d'infecter le foie. C'est un génome à ARN. Son génome est un ARN monocaténaire. Sa capside est cosaédrique. Il est enveloppé. C'est un virus enveloppé, également non cultivable comme l'hépatite B sur humain. Il est organisé, bien sûr, en plusieurs polyprotéines, NS1, NS2, NS3, c'est des différentes polyprotéines, NS5 jusqu'à NS5, et il présente à sa surface deux protéines majeures connues, c'est le E1 et le 2, l'enveloppe glycoprotéine 1 et E2 qui vont aussi intervenir en diagnostic. C'est un virus qui est variable. C'est pour l'hépatite B, si vous vous rappelez, on a parlé des caractéristiques antigéniques et variabilité génétique. C'est un virus qui est variable, qui est composé de 8 variants de A à H. Par contre, pour l'hépatite C, il est également variable. Plusieurs génotypes ont été décrits, dont 6 principaux, subdivisés, donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 6, et chaque génotype est subdivisé en sous-types. Donc, chez une même espèce, chez un même individu, on trouve souvent simultanément plusieurs variants d'un même sous-type, définissant ce qu'on appelle la quasi-espèce. Donc, l'accumulation des mutations sur le génome au cours de la réplication, la pression de sélection due à la réponse immunitaire constitue ce qu'on appelle la quasi-espèce, c'est-à-dire plusieurs micro-variants au sein d'un même variant majeur. Voilà à peu près la distribution mondiale. On voit que tous les sous-types, on les voit un peu partout dans le monde à cause de la mobilité des populations qui peuvent donc un peu infecter tout le monde. Le cycle de réplication, il se déroule de la même façon. Après entrée et attachement du virus, réplication au niveau du noyau et libération après. Enfin, le dernier virus, on va parler de l'hépatite E, le virus de l'hépatite E. Seul représentant des épivirus, c'est la classe nouvelle donc des familles des épiviridae. C'est un petit virus non enveloppé, à capside et cosaédrique. C'est un virus à ARN. D'accord. Il existe 4 génotypes permettant la classification des souches infectantes. Voilà, vous voyez donc HEV1, HEV2, 3 et 4. Voilà un peu les génotypes qui sont décrits pour ce virus. Virus à ARN. Voilà, un peu. Ça nous permet de voir la forme. La période d'incubation est de 40 jours. Les formes cliniques sont variables. Peut aller de la forme asymptomatique et un peu ce qui constitue aussi problème majeur des hépatites, c'est que souvent, c'est des formes inapparentes asymptomatiques. Le taux de mortalité est très élevé, surtout chez la femme enceinte, pour des raisons qui restent encore inexpliquées. Maintenant, après avoir vu donc, les caractéristiques des différents virus, nous allons voir un peu le rôle du laboratoire dans le diagnostic. Quel est le rôle du laboratoire dans le diagnostic des hépatites? Et on va les voir virus par virus. Le virus de l'hépatite A, pour diagnostiquer une hépatite A, c'est simple. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler que le diagnostic direct et indirect. Le diagnostic direct, c'est la mise en évidence du virus, de son ARN ou de ses antigènes par les différentes techniques. Le diagnostic indirect, donc pour des raisons de coût, disponibilité de matériel, de durée, des tests surtout rapides, tout ça, on a recours au diagnostic indirect. Indirect qui correspond à la mise en évidence de la réponse immunitaire, détection des anticorps spécifiques. Pour l'hépatite A, on dispose de tests rapides tels que ELISA, les tests ELISA pour le diagnostic, pour la recherche des anticorps, type IgM anti-HAV, meilleure moyenne de diagnostic, et les IgG pour la cicatrice. Donc, il y a un intérêt à établir le statut immunitaire d'un sujet à risque en vue d'une vaccination. Indique le sujet, donc, la présence des IgG, donc les IgA, les IgM anti-HAV, c'est l'infection aiguë. Les IgG indiquent
la protection, c'est-à-dire cicatrice sérologique. Voilà comment évoluent les marqueurs sérologiques. On sait que le virus il est détectable au niveau du sang et au niveau du sel. Pourquoi? Parce que le virus il est transmis par voie orale fécale. Et puis, il va passer au niveau du sang. Et bien sûr, il y a les perturbations à l'acte, l'inflammation du foie. Et puis, on peut détecter les IgM en phase aiguë, suivi des GGG un peu plus tard. Voilà, en semaine. Donc, le virus est détectable d'abord, si on veut le détecter par technique PCR au niveau du sang, au bout de la 3e, 4e semaine et au niveau des selles, si on fait une culture virale. D'accord? Voilà pour les L1. Et puis, quand la phase d'incubation, la deuxième phase, quand il y a des symptômes, donc on sait que perturbation hépatique avec le bilan hépatique qui est perturbé sur le plan biochimique, puis apparaissent des IgM, suivis des IgG. Les IgM disparaissent au bout de 3-4 mois, laissant place aussi les IgG de façon à la phase de guérison. Le deuxième virus, c'est le virus de l'hépatite E. Le virus dans le sang en phase préictérique, toujours comme l'hépatite E, quand on veut faire un diagnostic, on sait que le virus est détectable puisqu'il est aussi transmis par voie orale fécale, il est détecté au niveau des selles et au niveau du sang. Après 2 semaines après la contamination, après la phase de contamination, et puis apparaissent les IgM de type, les IgG, donc les immunoglobulines de type M, laissant place par la suite les IgE qui demeurent de façon définitive. Le diagnostic de cette infection, il est également sérologique. La sérologie par des tests ELISA permet un diagnostic sérologique. Le troisième virus sur lequel on va parler, en matière de diagnostic, c'est l'hépatite B. Et là, avant de parler donc de diagnostic, il faut parler de l'histoire naturelle de l'hépatite B. Comment évolue une hépatite B? D'abord, l'incubation. Après une phase d'incubation de 2 à 4 mois, après la contamination, une phase d'incubation silencieuse de 2 à 4 mois, se manifeste une hépatite aiguë. Le souci majeur de cette hépatite, sur le plan biologique, on peut avoir des perturbations biologiques. Par contre, sur le plan clinique, 90% des hépatites aiguës sont asymptomatiques. Et c'est l'histoire naturelle, c'est-à-dire une fois on est infecté, 2 à 4 mois, on peut faire des signes biologiques, des perturbations d'insuffisance hépatocellulaire. On peut avoir sur le plan biologique également des marqueurs spécifiques de l'infection, tels que l'antigène HBS. Par contre, sur le plan clinique, 90% sont asymptomatiques. Seulement 10% des cas sont symptomatiques et moins de 1% peuvent développer des formes graves, fulminantes d'ampleur et formes graves. Donc, la forme aiguë, donc les hépatites aiguës, souvent asymptomatiques, peuvent se manifester par une perturbation des bilans hépatiques TGO-TGP, la présence d'antigène HBS. C'est le paramètre diagnostique. Quand on veut savoir si on a été infecté par le virus de l'hépatite B, le paramètre à détecter, c'est la détection d'antigène HBS par des techniques ELISA. Pour la guérison, maintenant, comment évoluent ces formes asymptomatiques? Heureusement que 90% des formes sont asymptomatiques et les formes asymptomatiques, l'histoire naturelle, hein, le virus évolue vers la guérison dans 90% des cas. C'est-à-dire, sur des patients infectés, 9 vont guérir de façon spontanée. Seulement 10% de ceux peuvent passer à un portage chronique. Donc, on a le passage à la forme chronique. Et comment il est défini? Il est défini, le portage chronique, c'est la persistance de l'antigène HBS au-delà de 6 mois. C'est-à-dire un patient aujourd'hui séropositif, donc il est positif, présence d'antigène HBS. Si l'antigène HBS au bout de 6 mois, après 6 mois, reste toujours positif, notre patient, il est déclaré antigène, il est porteur chronique. Voilà un peu l'histoire naturelle de ce virus. Donc, souvent asymptomatique, 90% asymptomatiques, seulement 10% développent des signes cliniques et moins de 1% des formes graves fulminantes. Et pour les 90% asymptomatiques, beaucoup, pour ne pas dire plus de 90 passent à la guérison et 5% passent en phase chronique.
deviennent des porteurs chroniques. Ce portage chronique, il est défini sérologiquement par la présence. La définition elle est sérologique, c'est la persistance de l'antigène HBS au-delà de 6 mois. Voilà. Donc, quand on veut faire un diagnostic, c'est l'antigène HBS, présence. S'il persiste au-delà de 6 mois, le patient, il est porteur chronique. Maintenant, vous voyez en phase de guérison, il disparaît, l'antigène HBS disparaît, laissant place à l'anticorps HBS. D'accord. Diagnostic positif antigène, s'il persiste au-delà de 6 mois, c'est chronique. S'il disparaît, laissant place aux anticorps, c'est la phase de guérison avec normalisation des anticorps, les alates et l'apparition des autres anticorps qu'on peut voir. Maintenant, quels sont les marqueurs sérologiques? Les marqueurs sérologiques de l'infection, on a 3 types de marqueurs, l'antigène HBS et l'anticorps, l'antigène HBE et l'anticorps, et enfin, on a les anticorps, les immunoglobulines de type C, c'est la capside, l'antigène de corps, de type IgG et de type IgM. Donc, l'antigène HBS, c'est d'apparition précoce, 1 à 3 mois après le contact. Voilà à peu près à quoi ressemble la cinétique des anticorps des marqueurs biologiques. L'hépatite aiguë d'évolution favorable. D'évolution favorable, on sait que l'antigène HBS est le premier paramètre à être présent avec l'antigène HBE. L'antigène HBE, c'est le signe de réplication. D'accord? Il est lié à l'activité réplicative du virus. Donc, c'est des deux antigènes, vous voyez, au départ. Vous voyez en losange, c'est l'ADN viral. L'ADN viral, puisque c'est un virus à ADN, en phase préictérique, on sait que le patient, donc la multiplication virale se traduit par la présence de l'ADN, la présence de l'antigène, puisqu'il a une multiplication, et l'antigène HBE. Et puis, cette phase, elle est suivie par la suite, donc quand elle est d'évolution favorable, c'est-à-dire spontanément, donc, puisque 90% évolue vers la guérison. Donc, l'antigène HBS va disparaître, va laisser place aux anticorps, vous voyez. Donc, l'antigène laisse place aux anticorps. L'antigène HBE va disparaître, il va laisser place aux anticorps anti-HBE, et on aura l'apparition des anticorps de type HBC, d'abord de type IgM en phase aiguë, puis les anticorps de type HBC, d'accord, les types IgM. Voilà un peu l'évolution des marqueurs sérologiques. Maintenant, quand l'hépatite aiguë évolue vers la chronicité, les choses vont changer. Le premier paramètre qu'on a défini, c'est la persistance de l'antigène HBS. Vous voyez la courbe en rouge, apparition de l'antigène HBS. Lorsque la phase, elle est, donc, si le patient évolue favorable, disparaît pour laisser les anticorps. Quand c'est un passage chronique, hépatite, voilà, au-delà de 6 mois d'évolution, donc persistance de l'antigène HBS. Voilà comment se définit la chronicité. Quand ça persiste, vous ne voyez pas des anticorps de type HBS. Deuxième paramètre aussi, c'est la persistance des anti-HBC, d'abord IgM et puis les HBC. Les HBE, par contre, peuvent laisser un peu plus tard apparaître, après plusieurs années, apparaître les anticorps anti-HBE. Sur le plan cinétique, parce qu'on sait qu'il y a une inflammation, l'hépatite B, on sait qu'il y a inflammation, l'évolution va passer pour l'hépatite chronique, elle va évoluer en plusieurs phases. Ces phases correspondent à quoi? Première phase, c'est la tolérance immunitaire, suivie de la clairance, réplication et réactivation. Donc, quand le virus est porté de façon chronique, on observe plusieurs phases. La première phase, c'est la phase de tolérance. Et vous voyez, au cours de la phase de tolérance, il n'y a pas de lésion anatomopathologique en bas, la courbe en jaune. Vous voyez donc, il y a de l'ADN viral, parce que le virus est à l'intérieur de l'organisme, il va se multiplier. Il y a de l'ADN, il y a de l'antigène HBE, et il y a de l'antigène HBS. C'est caractéristique de la réplication virale. Par contre, il n'y a pas de perturbation des alates, il n'y a pas de lésion anatomopathologique. Donc, c'est la phase de tolérance, c'est-à-dire le virus est présent,
Il est en train de se multiplier, mais il est toléré sur le plan aussi bien immunitaire. Sur le plan immunitaire, il n'y a pas de lésion hépatocellulaire et c'est-à-dire anatomopathologique, et aussi sur le plan biochimique, il n'y a pas de perturbation du bilan hépatique. Après cette première phase, il y a la phase de clairance immunitaire. La clairance immunitaire, elle correspond à quoi? Qui dit clairance? Et élimination du virus. Donc, sur le plan immunitaire, on va se mettre, donc le système immunitaire va se mettre à éliminer le virus, qui va se traduire sur le plan anatomopathologique par des lésions modérées et sur le plan biochimique par une perturbation du bilan biochimique qui correspond donc surtout à l'activité hépatique. Et vous voyez l'ADN viral, la courbe qui se casse. C'est-à-dire le virus est en train d'éliminer, la charge virale, elle est éliminée. On détecte le virus, mais à des charges virales très faibles. La troisième phase, c'est la phase de réplication basse ou absente. C'est la phase de portage inactif. Et vous la voyez par une stabilité au niveau de l'ADN et au niveau de l'activité biochimique, c'est-à-dire le bilan biochimique, il est stable, pas de perturbation. La dernière phase correspond à la phase de réactivation et là, le virus va se mettre à répliquer. Ça se traduit par perturbation du bilan biochimique et aussi par l'installation du cirrhose. Après plusieurs années d'infection, d'inflammation du foie, donc le virus va se mettre à répliquer, donc de façon, il va être réactivé, il va entraîner une inflammation hépatique dans le temps qui aboutit à une cirrhose, et cette cirrhose peut constituer le nid d'une carcinome hépatocellulaire, donc le nid donc, d'un cancer du foie. Voilà un peu les situations d'infection par l'HPV. Bien sûr, à différencier, et on va le voir par la suite, c'est que entre les formes aiguës d'infection d'hépatite et guérie, vous voyez la différence des deux premières cases, l'antigène HBS qui était positif dans la forme aiguë, dans la forme guérie, disparition de l'antigène HBS pour laisser place à l'anticorps anti-HBS. D'accord. Donc, des hépatites chroniques, elles se caractérisent par la présence de l'antigène HBS et l'absence dans toutes les phases de l'anticorps anti-HBS. Sur le virus Delta, qui est un virus défectif, on rappelle que c'est un virus défectif. La détection, c'est l'antigène du virus de l'hépatite delta et la détection des anticorps. Bon, les trois méthodes grossièrement utilisées, le génome viral, les IgG anti-HAD et les IgM sont simultanément détectés dans les hépatites delta chroniques. Pour faire le diagnostic de l'hépatite delta, c'est la détection des immunoglobulines de type IgM et IgG qui apparaissent environ dans la même période. Bien sûr, l'ARN qui est détecté. Donc, ça commence d'abord par les antigènes. On peut détecter l'antigène en première phase. Et dans la phase tardive, c'est les IgG. L'antigène delta peut être détecté dans le sang
Le diagnostic d'une co-infection ou d'une surinfection se traduit par une séroconversion d'IgG anti-HIV. Voilà à peu près comment se présentent les marqueurs sérologiques au cours de la surinfection et au cours de la co-infection avec les marqueurs de l'hépatite B superposés avec les anti-HDV. L'hépatite C, je rappelle aussi l'histoire naturelle, l'hépatite C. Donc pour l'hépatite B, on a vu que l'hépatite B évolue donc, favorablement dans 90%. Elle est asymptomatique aussi souvent, asymptomatique 90% asymptomatique, évolue favorablement vers la guérison dans 90% des cas, mais elle peut évoluer aussi vers la chronicité. Oui, pour la question. Donc, le diagnostic d'une hépatite B se fait par la détection de l'antigène HBS. C'est la détection d'un antigène, c'est-à-dire une structure du virus. Ce n'est pas comme les anticorps. Donc, c'est un test direct. C'est un test de diagnostic direct. Il fait partie des tests de diagnostic direct, comme la PCR, etc. D'accord? Donc, je recherche l'antigène. L'antigène, c'est un constituant du virus. C'est un diagnostic direct, mais c'est la même technique. ELISA, par exemple, ELISA, détecter les antigènes ou détecter les anticorps. Pour le virus de l'hépatite C, l'incubation également, c'est 2 à 4 mois. L'hépatite, elle se traduit sur le plan biologique par des perturbations des TGO-TGP et elle va se traduire par la détection des anticorps anti-VHC positifs et la présence de l'ARN. À la différence, par rapport à l'hépatite B, vous voyez qu'elle évolue également de façon asymptomatique dans 90% des cas. D'accord? Avec des groupes à risque, les groupes à risque, la transfusion, polytransfusés, les toxicomanes, et avec bien sûr les accidents d'exposition au sang. Par contre, l'évolution vers la chronicité, c'est que plus de 80% évoluent vers la chronicité. D'accord? Donc on sait qu'un patient, s'il fait une hépatite B, l'hépatite C, elle est souvent asymptomatique dans 90% des cas, mais à l'inverse de l'hépatite B qui évolue vers la guérison dans 90%, l'hépatite C, c'est la chronicité dans plus de 80% des cas. D'accord? Donc, chronicité. Et quand vous voyez entre l'hépatite aiguë et l'hépatite chronique, sur le plan biologique, il n'y a pas de différence. Vous voyez, pour l'hépatite aiguë, après l'incubation, après le cadran, après l'incubation, vous voyez anticorps anti-HCV positif, l'ARN positif. L'infection chronique, ARN positif et anticorps positif. C'est-à-dire, entre la phase aiguë et la phase chronique, on ne peut pas faire la distinction. Mais, comment faire la distinction? Donc, l'incubation, pour la guérison, vous voyez la différence entre la guérison et la phase de chronicité, c'est l'absence, puisque les anticorps vont persister. Quoi en passage, soit en la phase de guérison ou le passage à la chronicité, les anticorps vont persister. À la différence, seule la charge virale disparaît. Pour avoir le statut sérologique, pour avoir le statut d'un patient, s'il a été contact, je fais les anticorps et une charge virale. Si les anticorps sont positifs, c'est-à-dire que l'individu a été en contact avec le virus, parce que soit guéri ou chronique,